Je suis arrivée devant la maison de Kathleen avec Glenda, Robert et Sandra. Ils ont frappé plusieurs fois à la porte en appelant Kathleen. Je commençais à avoir peur qu'elle ait eu une attaque ou quelque chose comme ça. Tout d'un coup, Glenda est revenue en courant de l'autre côté, en hurlant « Robert, j'ai vu du sang, il y a une odeur horrible !» On est allé voir dans le cabinet de Kathleen et il y avait une telle puanteur. Ça ne pouvait être que l'odeur de la mort. On ne savait pas quoi penser, mais on a commencé à deviner le contour d'un bras. Malgré tout, on refusait de se rendre à l'évidence. C'était le corps de Kathleen dans le cabinet. C'est aujourd'hui, en fin d'après-midi, que les amis de cette femme ont découvert la scène macabre. Ils étaient là pour une réunion, mais personne n'est venu leur ouvrir. L'une des visiteuses a remarqué du sang sur la porte de derrière. Ils ont regardé par la fenêtre et ont découvert du sang sur le sol. On s'est d'abord concentré sur l'entrée du cabinet. Il y avait des traces de sang sur la porte d'entrée côté jardin et aussi du sang infiltré dans la serrure. Il y en avait encore sur le paillasson et pas mal d'éclaboussures sur les plantes du côté gauche de l'allée. Le corps avait la tête positionnée vers le coin droit de la pièce et les jambes à l'opposé, donc. Ses vêtements étaient couverts de sang et c'était presque une mare tout autour du corps. À cause de la grande quantité de sang sur le sol, on a dû utiliser des marchepieds pour pouvoir nous déplacer sans contaminer la scène du crime. Il y en avait aussi pas mal dans le lavabo, dans l'évier, sur les robinets. Mais surtout, on a retrouvé un sac plastique plein de traces de sang sur la gauche du lavabo. Sous l'évier, on a découvert un seau avec des serpillières rouges de sang. Tous ces éléments nous indiquaient que l'assassin avait essayé de nettoyer le sang de la victime et le sien qu'il avait laissé dans la pièce. Le corps avait ce qui m'a semblé être des marques de coupure, comme des coups de couteau portés à travers ses vêtements et son soutien-gorge. En réalité, cette vétérinaire de 54 ans qui vit seule avec ses 22 chats et ses 2 chiens a été poignardée à plus de 50 reprises. Vu l'acharnement avec lequel l'assassin avait poignardé la victime, ça ne pouvait être qu'une vengeance personnelle. Ça ne pouvait pas être un simple cambriolage. Le crime avait été commis par quelqu'un qui lui en voulait vraiment. D'après la police, elle aurait été poignardée à plusieurs reprises. Elle sera morte comme elle avait vécu, en se battant jusqu'au bout. D'après les blessures, elle a été sauvagement poignardée, mais elle a quand même essayé de se défendre. On a plusieurs preuves qui démontrent qu'elle a été attaquée à l'intérieur du cabinet. La fenêtre avait été cassée et le verre brisé était encore sur le sol du garage. Ça voulait tout simplement dire que l'agression avait eu lieu à l'intérieur. Ça signifiait aussi que si l'assassin était venu se cogner contre cette fenêtre, il s'était sûrement blessé. Du coup, on espérait vraiment que ça s'était passé comme ça et que le sang dans la pièce appartenait en partie au meurtrier. Alors que les experts procèdent au relevé des échantillons de sang en espérant que l'assassin a saigné au cours de la bagarre, des vêtements tachés de sang sont retrouvés en dehors de la scène de crime. Au tout début de l'enquête, un sac postal contenant des chaussures tachées de sang est arrivé au centre de tri de Northgate. Un sac qui, de source sûre, avait été ramassé dans les heures précédant la découverte du corps. C'était une piste à approfondir.
On a fouillé un grand nombre de boîtes aux lettres situées près de la maison, pour finalement trouver du sang à l'intérieur de celle de la poste. Ensuite, on a suivi les traces à partir de la boîte postale. On en a déduit que l'assassin s'était sans doute débarrassé des vêtements sales dans la boîte pour dissimuler son crime. Le sang retrouvé sur les vêtements appartient-il à Kathleen Marshall ou à son meurtrier? La réponse à cette question est primordiale. Tandis que les experts procèdent à des analyses comparatives, les enquêteurs tentent d'établir la liste des familiers de la vétérinaire, car la vengeance personnelle semble être le mobile du crime le plus probable. Les scientifiques de la police sont venus récolter des échantillons de sang sur la boîte aux lettres. Ils ont très vite découvert que les traces de sang les menaient à un entrepôt où on avait cassé une fenêtre, mais également à une cabine téléphonique située juste à côté de la boîte aux lettres. On a ensuite réussi à retracer les appels provenant de la cabine ce jour-là, dont celui au service d'ambulance de Queensland, qui avait justement recueilli un blessé ayant une coupure à la jambe. Cette personne a rapidement été identifiée. Elle était encore au Royal Brisbane Hospital. On l'a donc interrogée, mais si on l'arrêtait, ce n'était pas en rapport avec des faits reliés à notre enquête. Mais la police sait que le tueur a forcément laissé sa carte de visite génétique dans le cabinet vétérinaire. 25 échantillons récoltés un peu partout dans la pièce sont envoyés au laboratoire. Ils espèrent obtenir son ADN qui permettra peut-être de l'identifier. Pendant ce temps, les inspecteurs examinent le premier étage à la recherche d'indices supplémentaires. Kathleen Marshall adorait la musique. Elle avait installé un piano dans le salon. Et pendant qu'on fouillait la maison, j'ai remarqué qu'une partition était encore ouverte sur le pupitre. Et en regardant de plus près, j'ai vu que c'était une valse posthume de Chopin et j'ai trouvé ça bizarre. Quelqu'un aurait-il volontairement ouvert la partition à cette page-là? En fouillant la maison, les inspecteurs en sont de plus en plus persuadés. La maison était sans dessus-dessous. Il y avait des journaux par terre, c'était un vrai bazar. Mais ce n'est que plus tard, au cours de l'enquête, qu'on s'est aperçu que c'était la façon de vivre de la victime. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les animaux qu'elle gardait chez elle ont été récupérés pendant que des volontaires continuent d'inspecter les alentours à la recherche d'indices. La police est prête à entendre tous ceux qui pourraient les aider à retracer l'emploi du temps de Kathleen Marshall pendant le week-end. On a découvert dans la maison son petit carnet de rendez-vous, avec des rendez-vous prévus pour le jeudi. Elle attendait un homme et son chien à 12h30, un rendez-vous professionnel. Et à 13h, elle attendait la visite d'un autre homme pour son chat. On connaissait le nom de l'homme qui avait amené son chien, et il nous a raconté que quand il a quitté le cabinet, il a vu un couple de personnes âgées arriver. J'ai vu un homme descendre la rue en direction de la maison de Kathleen avec un chat siamois dans les bras. Il avait les oreilles dressées. Il le tenait comme ça dans ses bras. Là, j'ai dit à Kathleen, on dirait bien que c'est ton rendez-vous de 13h qui arrive. Et elle m'a répondu, c'est bien possible. On est parti de la maison et je crois bien que c'est la dernière fois que j'ai vu Kathleen Marshall. Kathleen Marshall. On a donc continué de frapper aux portes du quartier, mais cette fois en demandant si quelqu'un avait un siamois. Ça n'a rien donné. Alors que la police est toujours à la recherche d'un certain John Wilson et d'éventuels témoins ayant vu Kathleen les jours précédant le meurtre, c'est un message sur son répondeur qui va leur fournir l'heure approximative du crime. Tu es sortie, Kat? J'aimerais qu'on se parle avant le concert de ce soir. Essaie de me rappeler. Après avoir écouté son répondeur, on a pu établir avec certitude qu'elle n'avait rappelé personne après 18h et qu'elle n'avait répondu à aucun appel téléphonique non plus. Kat, je suis toujours sans nouvelles de toi. Écoute, j'attends encore jusqu'à 17h et si tu ne me rappelles pas, ça voudra dire que tu ne viens pas.
Apparemment, Kathleen aurait été assassinée ce même jeudi après 18 h. Le lait et les journaux livrés le vendredi sont restés devant sa porte. Selon le rapport de l'entomologiste, elle serait morte entre 21 h le jeudi 26 février et 3 h du matin le lendemain. Il faut donc trouver quelqu'un qui aurait eu le temps, le mobile et l'opportunité de tuer Kathleen. Quand j'ai découvert le meurtre, j'ai tout de suite pensé que ça avait une relation avec la Société protectrice des chats du Queensland. Kathleen Marshall est la présidente de cette association, bien qu'elle soit très loin de faire l'unanimité au sein de la société. Comment décririez-vous la Société protectrice des chats? Complètement déconnectée. Ce n'est qu'une bande de fanatiques totalement ingérables. Cette histoire ne serait rien d'autre qu'une lutte de pouvoir entre fanatiques des félins. Vous pensez que le côté excessif de leurs sentiments aurait pu mener quelqu'un au meurtre? Oui. Honnêtement, oui. La Société protectrice des chats du Queensland était beaucoup plus importante que ce que je pensais. Ils avaient beaucoup d'argent grâce à des legs, mais surtout à des dons. On avait reçu pas mal d'argent sous forme de legs. Le plus gros devait représenter 260 000 €, je crois. En parlant avec certains membres de l'association, j'ai appris que ça faisait plusieurs années qu'il y avait des désaccords sur la façon de dépenser le budget. Il y avait deux clans bien distincts. Soit vous étiez dans le camp de Kathleen Marshall, soit dans celui de Virginia Houston. Il n'y avait pas de juste milieu. Grâce à ces révélations, l'affaire prend soudain un cours tout à fait imprévu. Cependant, est-il possible d'imaginer qu'une querelle entre membres d'une association de défense des animaux ait pu conduire à un tel massacre? Car je vous le rappelle, Kathleen Marshall a été lardée de plus de 50 coups de couteau. Quoi qu'il en soit, la police ne néglige aucune piste. D'autant que, peu avant le meurtre, Virginia Houston, la présidente et trésorière de la Société protectrice des chats du Queensland, avait été brutalement démise de ses fonctions. Virginia avait l'air de croire que la société était un peu son bébé. Et je suis persuadée qu'elle a été anéantie quand on l'a renvoyée du conseil d'administration. Dans une enquête criminelle, le mobile est le facteur le plus important pour se faire une idée de l'assassin. Et à ce stade de l'enquête, on avait justement un mobile, à savoir une forte rivalité entre deux personnes, entre deux membres de la Société protectrice des chats. L'une était Kathleen Marshall et l'autre Virginia Houston, deux femmes au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Une querelle qui va même tourner au pugilat, 1 mois et demi avant sa mort. Virginia fait irruption au domicile de Kathleen, qui fait également office de bureau de l'association. Kathleen lui a dit de s'en aller, qu'elle ne la laisserait pas entrer. Mais Virginia a rétorqué qu'elle avait le droit d'entrer dans les locaux de l'association. Kathleen a appelé la police, elle leur a dit de venir tout de suite parce qu'il y avait une folle dans sa maison. Pour Rhoda et ses amis, l'identité du tueur ne fait aucun doute. Juste avant l'arrivée de la brigade criminelle, on a vu une voiture passer et c'était Virginia au volant. J'étais si terrifiée que j'en avais du mal à respirer. L'agent de police s'est approché de nous pour savoir si tout allait bien et Glenda lui a répondu que l'assassin venait de passer en voiture. Mais la haine viscérale de Virginia envers Kathleen a-t-elle pu la conduire jusqu'au meurtre? Je revois encore le légiste me dire que la nature des blessures et que les plaies peu profondes suggérait que l'assassin pouvait être une personne assez faible, voire une femme. Kathleen Marshall, la présidente de la Société protectrice des chats, s'est battue avec violence contre Virginia Houston quelques semaines avant d'être assassinée. Pour la police, Virginia a donc un mobile et elle en voulait suffisamment à la victime pour la tuer. Voici le suspect numéro 1 dans cette affaire. Pourtant, Virginia Houston s'est rendue parfaitement disponible aux questions de la police. Je n'ai rien fait, je n'ai rien à cacher. Et je serai toujours à la disposition de la police s'ils ont des questions à me poser. Je me souviens, on a interrogé Virginia Houston un vendredi. On est venu la chercher chez elle le matin et on l'a interrogée toute la journée à la brigade criminelle.
Je leur ai dit que je pouvais les aider et c'est ce que j'ai fait. Je leur ai donné beaucoup d'informations sur la société, tout ce que je savais de son fonctionnement interne. J'ai fait mon devoir comme toute bonne citoyenne. Virginia nous a tout de suite parlé de sa haine envers Kathleen Marshall. Elle n'a pas cherché à le nier. Elle n'a pas non plus cherché à nier qu'elle avait des problèmes avec les autres dirigeants de la Société protectrice des chats de Queensland. Elle a enfin reconnu qu'elle était rentrée de force chez Kathleen Marshall. La police s'était fixée sur cette idée de haine, mais je n'ai jamais haï personne dans ma vie. Je n'aimais pas son comportement, la façon dont elle traitait les gens. Mais si on parle de violence, ça ne me ressemble pas. Elle s'exprimait avec aisance. Elle savait ce qu'on allait lui poser comme question. C'était comme si elle avait préparé une réponse pour chaque question. On lui a tout de suite demandé si elle avait tué Kathleen Marshall. Jeff Marsh s'est tourné vers moi et m'a demandé « Vous l'avez tué ?» J'étais pétrifiée. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il me soupçonnait. Je ne voulais pas y croire. Et j'ai commencé à faire non de la tête en me répétant « Mais c'est pas possible !» Et j'ai fini par leur dire « Non, je n'ai rien fait. » J'étais consternée qu'on puisse seulement me poser la question. J'ai toujours été très respectueuse des lois. Je n'ai jamais eu plus qu'une simple contravention. À la fin de l'interrogatoire, elle ne m'avait pas totalement convaincu. Je ne voulais pas l'écarter de la liste des suspects. Les informations et les versions qu'elle nous avait données méritaient d'être approfondies. On a demandé un mandat de perquisition pour sa maison et on l'a fouillé. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de mandat pour perquisitionner chez moi. Qu'ils pouvaient très bien prendre mes empreintes s'ils le voulaient. Madame Houston a admis avoir eu une violente dispute avec le docteur Marshall quelques semaines avant sa mort. Après plusieurs interrogatoires, les autorités ont décidé de fouiller sa maison et sa voiture. On avait des preuves physiques, comme du sang, des cheveux et des fibres. Mais plus important encore, on avait l'arme du crime. Vous voyez débarquer des inspecteurs de police, accompagnés de bénévoles, qui mettent votre maison sans dessus-dessous pour essayer de trouver un couteau ou autre chose. Ça fait un choc. On se demande vraiment ce qui se passe. Mais la perquisition est un échec pour la police. Pas d'arme du crime et aucun résidu de sang provenant de la victime. On n'a trouvé aucune preuve qui puisse relier Virginia Houston au meurtre de Kathleen Marshall. Elle reste pourtant le suspect numéro 1 dans cette affaire. Et la police vérifie scrupuleusement ses alibis, à commencer par celui que lui a fourni l'homme qui lui tire les cartes, un certain Patrick Hanrahan. Tous les membres de la Société protectrice des chats du Queensland, aussi bien les proches de Kathleen Marshall que ceux de Virginia Houston, s'intéressaient beaucoup au spiritisme. La première fois que je suis allé interroger Patrick Hanrahan, il a refusé de me parler si je ne lui laissais pas tirer les cartes. Selon lui, elle lui dirait s'il pouvait me parler ou non. C'était assez bizarre parce que ni moi ni les autres inspecteurs sur l'affaire ne connaissaient ces pratiques. J'ai dû trouver un collègue qui puisse venir avec moi et qui soit sûr de ne pas éclater de rire pendant l'interrogatoire. Ça a été dur. Mais j'ai fini par trouver quelqu'un qui se retienne jusqu'à ce que j'obtienne ce que je voulais de Patrick. Il fallait absolument qu'on sache. Il était l'alibi de Virginia Houston jusqu'à 16 heures. Il nous a confirmé qu'il avait tiré les cartes à Virginia jusqu'à 16 heures et qu'ensuite, elle l'avait déposé chez le médecin. Il ne l'avait pas revu ensuite. La Société protectrice des chats du Queensland détient-elle la clé du mystère? Le doute est permis car l'association perçoit d'énormes sommes d'argent sous forme de dons et ses principales responsables se vouent une farouche antipathie. La police vérifie tous les alibis de Virginia Houston. Il ne leur reste plus qu'à réinterroger une femme
qui affirme avoir été en sa compagnie durant la nuit du meurtre. Corinne Welsh est celle qui a fourni l'alibi de Virginia, si l'on peut dire, entre 17 et 23 heures le jeudi soir, un horaire charnière dans notre enquête. Selon Corinne Welsh, les deux femmes auraient fait le courrier pour la société, mais au cours du second interrogatoire, elle change sa version. Au cours du deuxième interrogatoire, elle nous a finalement laissé entendre que Virginia n'avait pas passé toute la soirée avec elle. Lorsque Kathleen Marshall est retrouvée assassinée, ses collègues et amis ne désignent qu'une coupable possible, Virginia Houston. Je n'aimais pas son comportement, la façon dont elle traitait les gens. Mais si on parle de violence, ça ne me ressemble pas. Virginia fournit à la police des alibis pour l'heure présumée du meurtre de Kathleen. Mais il apparaît maintenant que l'un d'entre eux n'est plus valable. En interrogeant pour la seconde fois tous ceux qui nous avaient fourni des informations sur les faits et gestes de Virginia Houston la semaine précédant la découverte du corps de Kathleen Marshall, on s'est focalisé sur Corinne Welsh. Corinne Welsh était un témoin clé puisqu'elle était l'alibi de Virginia Houston à l'heure présumée du crime dans la soirée du jeudi 26 février. Et au cours de ce contre-interrogatoire, elle a finalement laissé entendre qu'elle n'avait pas passé toute la soirée avec Virginia. Corinne Welsh a-t-elle menti aux policiers pour protéger son ami et lui fournir un alibi? Dans ce cas, les soupçons qui pesaient déjà sur Virginia Houston la désignent plus que jamais comme suspecte. La police envisage de persévérer dans cette voie lorsqu'un appel du laboratoire d'analyse biologique ruine brutalement son hypothèse. Pendant qu'on retraçait la chronologie des événements avec Corinne Welsh, le soir du meurtre, Ken Cox a téléphoné au bureau pour nous dire que le sang retrouvé sur la scène de crime était celui d'un homme. 5 échantillons de sang sur les 25 prélevés dans le cabinet, dont certains provenant de cartons situés sous la fenêtre cassée, contiennent un ADN différent de celui de Kathleen ou encore de celui de Virginia Houston. C'est l'ADN d'un homme. C'était une grande avancée dans l'enquête. Mais si on ne trouvait pas à qui il appartenait, ça n'avait aucune valeur. Tout ce qu'on avait à ce moment-là, c'était le sang d'un homme, mais sans aucun nom à mettre dessus. Je me suis dit qu'au moins on savait dans quelle direction chercher à présent. On devait retrouver un homme qui connaissait la victime de près ou de loin. Maintenant, on avait une cible un peu plus précise. La police pense maintenant que la vétérinaire a été tuée par un homme. Elle a déjà fait faire des prises de sang à plusieurs hommes liés à la société. Puisque l'ADN d'un homme avait été retrouvé, tous les hommes connaissant Kathleen ont été priés de se soumettre à une prise de sang pour des analyses d'ADN. Pour les analyses ADN, on a recensé environ 42 hommes susceptibles d'avoir un lien avec la victime. Ça a été très lent et ça a demandé beaucoup de travail. On a commencé à faire les prises de sang pour avoir l'ADN de tout le monde. Les échantillons de sang prélevés sur les associés du Dr Marshall vont maintenant être comparés à ceux recueillis sur les lieux du crime. Il devait signer un formulaire où il reconnaissait faire partie des suspects. Et ça donnait « Je reconnais être un suspect dans le meurtre de Kathleen Francis Marshall et j'autorise par la présente le prélèvement de mon sang, de mes cheveux, etc. » Ça pouvait faire ressortir des suspects qui n'auraient aucun lien direct avec Kathleen Marshall. Au départ, bien sûr, j'étais sûr qu'ils nous voyaient tous comme des suspects potentiels, mais après, j'ai compris que c'était justement pour écarter des suspects. Quand on m'a demandé de bien vouloir donner mon ADN, je me suis rendu compte que la dernière chose à faire, c'était de refuser. Ça paraît louche et si vous donnez votre ADN et qu'il ne correspond pas à ce qu'ils recherchent, ils n'ont rien à vous reprocher et vous êtes tiré d'affaire. Mais aucun ADN des suspects ne correspond. La police se rabat donc sur les hommes qui ont compté pour Virginia Houston. Et l'un d'entre eux est son ancien petit ami. On a retrouvé un homme dans une pension de famille près de Fortitude Valley.
à qui on a demandé son ADN. Mais il a refusé. On l'a donc pris en filature pendant les jours qui ont suivi son refus et il a fini par cracher sur le trottoir. Ils ont donc été en mesure de récolter son ADN dans le crachat. Il habitait encore la pension de famille et il ne nous aurait fallu que quelques jours avant de savoir si c'était lui ou non. Le lendemain matin, le directeur de la pension nous a appelés pour nous prévenir qu'il attendait un taxi avec ses bagages. Après une petite enquête, on a pu déterminer que le taxi s'était rendu à la gare centrale. Et là, on a appris que le suspect avait acheté un billet Brisbane-Sydney sous un faux nom. À ce moment-là, il était donc devenu l'un des suspects numéro 1 dans cette affaire. C'était un homme qui connaissait Virginia Houston, qui ne voulait pas donner son ADN et qui cherchait à quitter l'État. Kathleen Marshall, une vétérinaire de Brisbane, a été sauvagement assassinée dans son cabinet. C'est tout d'abord Virginia Houston qui est fortement suspectée jusqu'à ce que la police découvre le sang d'un homme sur la scène de crime. Ils sont maintenant sur les traces d'un ancien petit ami de Virginia qui a refusé de donner son ADN. On a fini par l'interpeller, le placer en garde à vue et après quelques heures d'interrogatoire, il a accepté de donner son ADN, ses empreintes, ses vêtements et son sac. Et il nous a dit « Faites toutes les analyses que vous voudrez, vous ne trouverez pas de sang, je n'ai rien à voir là-dedans ». Malheureusement pour nous, son ADN ne correspondait pas à celui de la scène de crime et il n'y avait rien sur ses vêtements qui nous permettent de le situer dans la maison de la victime. Donc on a abandonné cette piste, mais tout ça prend du temps et il a bien fallu quelques jours. Ensuite, on est passé à autre chose. On est retourné chez Patrick Hanrahan pour lui demander s'il était prêt à nous donner son ADN, mais une semaine après, on apprenait que c'était négatif. Disculpé, Patrick Hanrahan évoque au cours de son interrogatoire le nom d'un autre voyant, Andrew Fitzherbert. Ce dernier partage sa vie avec une certaine Ruth Bennett, qui est également membre de la Société protectrice des chats. Détail important, Ruth appartient au camp des amis de Virginia Houston. Tout ce que je me suis dit à ce moment-là, c'est que ça faisait un suspect masculin de plus à exclure. On savait maintenant que Andrew Fitzherbert devait être placé sur la liste des partisans de Virginia Houston de par sa relation avec Ruth Bennett. Il fallait donc qu'on s'assure de son innocence. Mais il reste un autre homme à exclure de la liste des suspects, John Wilson, l'homme qui a pris le rendez-vous de 13 heures pour son chat. On n'a jamais pu mettre la main sur John Wilson. On ne savait pas qui c'était. On a fait paraître une annonce dans la presse en demandant à cet homme de se présenter au poste. Nous aimerions parler à toute personne qui s'est rendue chez Kathleen Marshall la dernière semaine de février 1998, et particulièrement ceux qui auraient amené un animal malade ou blessé. Il ne donnait toujours pas signe de vie. Et ce n'est que le 12 juin que Ruth Bennett est apparue dans le journal, un siamois dans les bras. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à assembler les pièces du puzzle. Ruth Bennett vit avec Andrew Fitzherbert et ils ont un chat siamois. Les Licciardi avaient justement vu un homme rôder autour de la maison avec un siamois dans les bras. Il devait être à moins d'1 mètre de l'arrière du van et je me suis dit que si je ratais ma marche arrière, je risquais de le renverser avec le chat et je n'en avais aucune envie. Alors je l'ai appelé pour lui demander de s'écarter de la voiture, mais il n'a ni répondu, ni bougé d'1 centimètre. Il est resté planté là. Il semble que la police ait enfin retrouvé la trace de l'insaisissable John Wilson. Pour confirmer leurs soupçons à son égard, elle doit interroger à nouveau les Licciardi. Wilson est-il bien l'homme qu'ils ont aperçu devant le domicile de Kathleen Marshall? On n'avait aucun cliché de Andrew Fitzherbert dans le fichier de la police du Queensland ou même dans le fichier national. Mais on a appris qu'il s'était fait faire récemment un passeport avec une photo. On en a obtenu une copie et on est allé la montrer aux Licciardi, sous le format habituel de la police. Ils ont demandé de regarder les photos pour voir si on pouvait identifier l'homme. J'ai choisi. Je crois bien que c'était la numéro 9. C'était la photo en bas, à gauche. Mais il y avait quand même une petite différence. Sur la photo, l'homme souriait. Quand je l'avais vu,
Il faisait tout sauf sourire. Madame Licciardi est parvenue identifier parmi les photos Andrew Fitzherbert comme l'homme qu'elle a vu devant la maison de Kathleen Marshall le jeudi 26 février. Do you have any grounds at all for associating in any way with this man? Have you had contact with Kathleen Marshall? No. Have you ever met Kathleen Marshall at all under any circumstance? All I know of I have met Virginia Houston. I know Virginia Houston fairly well. Have you ever been to Kathleen Marshall's street or to her house? I don't even know where she lives. Have you ever spoken to her over the telephone? No. Cette dernière réponse vient confirmer les soupçons de la police. Ils savent qu'un appel téléphonique a été passé à Kathleen Marshall du domicile de Andrew Fitzherbert, 2 jours avant la mort de la vétérinaire. Et c'est peut-être ce fameux coup de téléphone qui a servi à prendre rendez-vous pour John Wilson. On lui a dit qu'on pouvait faire le lien entre son domicile et celui de Kathleen Marshall dans les jours précédant le meurtre. Il a tout nié en bloc. On lui a donc expliqué qu'on avait obtenu la preuve en vérifiant les appels téléphoniques. Et là, il s'est mis à trembler comme une feuille, tellement fort qu'il n'arrivait plus à se maîtriser. Yeah, that's right. That's fine, Andrew. No, and that's That's the case. You're a person that has nothing to lose and everything to gain. And Andrew, all that we're asking you to do is supply a specimen to eliminate you from our inquiries. That's it. That's the bottom line. Got to test Andrew because he made an application to join the Cat Society and he was rejected. So that's caused enough to Well, Ruth, we don't know. I have heard of that. Ruth, I mean, we've got alibis for the whole weekend. I appreciate that. I appreciate that. But all I'm saying is we can finish this up in a few minutes. That's all that we're saying to you, Ruth. Well, I think I'm going to say no. No, I am not going to give you samples. I will give you samples if and when. I'm not going to give you samples. It's as simple as that. On l'a placé en garde à vue, mais il a refusé l'interrogatoire et on voyait bien qu'il connaissait tous les trucs de la police pour obtenir de l'ADN. Il n'a quasiment pas bougé d'un centimètre de sa chaise pendant 6 heures. Il n'est pas allé aux toilettes, il n'a rien bu. Il savait ce qu'il fallait faire ou ne pas faire pour éviter de laisser une trace de son ADN. Le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre a quitté le commissariat cet après-midi aux côtés de son avocat. Malgré les rumeurs qui le voyaient comme un coupable tout désigné dans le meurtre de la vétérinaire Kathleen Marshall, le suspect a été relâché après un interrogatoire de plus de 6 heures. La police n'aura finalement pas obtenu l'ADN du prévenu après qu'un juge a décidé de rejeter la demande du ministère public pour manque de preuves. Pour rattraper le meurtrier présumé de Kathleen Marshall, la police va donc devoir trouver le moyen d'obtenir son ADN. How are you? Well, not bad, but we would prefer that you did not come through the door, thank you. Andrew Fitzherbert était au départ très loin sur la liste des suspects dans le meurtre de Kathleen Marshall. Mais lorsqu'il est identifié comme étant le mystérieux John Wilson, la police se focalise sur lui. Andrew, vous avez l'air de quelqu'un de raisonnable. Et j'aimerais vous expliquer encore une fois que tout ceci peut être réglé en quelques secondes. Il vous suffit de nous donner un échantillon de votre sang. C'est tout ce dont on a besoin pour vous laisser tranquille et vous écarter une bonne fois pour toutes de la liste des suspects. Écoute, ami, je ne te donnerai pas mon autorisation, c'est aussi simple que ça. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Pourquoi faisait-il autant de problèmes pour donner son ADN s'il n'avait rien à se reprocher? Il était tant que ça à cheval sur ses principes. Ça n'aurait pas été plus simple de leur donner tout de suite plutôt que de devoir passer par une injonction du tribunal? La police
ne peut pas obliger Andrew Fitzherbert à lui fournir un échantillon de son sang pour analyse, à moins de posséder d'autres preuves directes de son implication dans le meurtre de Kathleen Marshall. Elle obtient finalement du juge un mandat pour perquisitionner son domicile. C'est le seul et unique moyen de récolter son ADN et de le placer éventuellement en état d'arrestation. Execution of search warrant. We have a warrant to execute. We'd appreciate if you could put the dog in the back for us while we search the house. Hello, Mr. Fitzherbert. How are you? Well, not bad, but we would prefer that you did not come through the door, thank you. Okay, Mr. Fitzherbert, what's happened is we've got a search warrant for these premises. A search warrant for the premises? Il avait l'air très surpris de nous voir. Il ne s'était pas préparé à une éventuelle perquisition chez lui. In other words, you have a right to remain silent. You understand that, yes? You have the right to contact the solicitor if you wish. Can't you shut that door? Ruth Bennett n'arrêtait pas de nous insulter. Elle n'avait aucune envie de nous voir, et ça faisait déjà plus de 8 heures qu'elle nous voyait. On n'avait pas réussi à obtenir d'injonction de la Cour pour prélever son ADN, et elle se croyait harcelée par la police. Pendant la perquisition, on a emporté plusieurs objets personnels d'Andrew Fitzherbert. Il y avait sa brosse à cheveux, sa brosse à dents, sa thé d'oreiller, ses draps, ses chaussettes, sa tasse à café et un mouchoir qu'il avait dans sa poche. Parmi ces objets, c'est justement le mouchoir qui va faire toute la différence. La police obtient enfin son ADN et tient la preuve de sa présence sur le lieu du crime. Ça faisait des mois qu'on essayait de trouver à qui l'ADN appartenait. Il ne nous restait plus qu'à prouver que c'était bien le sien sur le lieu du crime. Andrew Richard Fitzherbert a été arrêté une première fois il y a 2 jours pour avoir refusé de donner son ADN. Mais l'homme de 49 ans avait finalement été relâché après une motion spécifiant qu'il ne donnerait son sang qu'en cas d'arrestation pour meurtre. La scène a eu lieu ce matin alors qu'il s'est présenté au centre de détention provisoire avec son avocat. Certes, l'ADN extrait du mouchoir d'Andrew Fitzherbert est identique à celui trouvé sur la scène de crime. Mais cette preuve est-elle suffisante pour l'inculper? Son avocat ne va-t-il pas argumenter que le mouchoir aurait pu être utilisé par quelqu'un d'autre? En accusant Fitzherbert de meurtre, la police est maintenant en droit de le soumettre à une prise de sang pour établir la vérité. Le sang d'Andrew Fitzherbert correspondait en tout point avec celui retrouvé dans le cabinet de Kathleen Marshall. 17 mois après le meurtre, Andrew Fitzherbert comparaît devant la justice. Ce matin, Andrew Fitzherbert a plaidé non coupable de meurtre. L'avocat général affirme que la preuve la plus accablante repose sur les tests ADN. Le ministère public a montré au jury que le sang de Fitzherbert correspondait à celui retrouvé sur la scène du crime. Les tests ADN affirment que seule une personne sur 14 multipliée par 10 puissance 15 peut correspondre. Pour les avocats de la couronne, il n'y a aucun doute possible. Fitzherbert est coupable. Si Fitzherbert peut encore affirmer qu'il a saigné dans le cabinet vétérinaire un autre jour que celui du meurtre, une preuve médico-légale va venir définitivement sceller son destin. Le sac en plastique retrouvé dans l'évier du cabinet contenait un mélange de sang de la victime et de celui d'un homme inconnu. Et ce fait prouve bien que l'assaillant et la victime ont perdu du sang au même moment et que ce sang s'est mélangé. L'affaire Kathleen Marshall a tourné au véritable roman policier à suspense. Cet après-midi, le dernier chapitre s'est refermé avec la condamnation de Fitzherbert. Il n'aura fallu que 3h30 au jury pour donner son verdict. Le juge Mackenzie a aussitôt condamné Andrew Fitzherbert à 15 ans de prison. Il a néanmoins reconnu que sans les progrès de la science, il aurait pu s'en tirer. Ils ont eu beau essayer de fournir des preuves de son alibi, les preuves scientifiques comme la présence de son ADN sur la scène de crime, ajoutées au fait qu'il nie tout en bloc, ont suffi à convaincre le jury.
Sa condamnation ne m'a pas surprise, mais une chose pareille ne se fait pas sans raison. Alors quel était le mobile du crime? La seule chose qui semblerait à peu près logique, c'est une histoire de chat. Pendant le déroulement de l'enquête, on a découvert qu'Andrew Fitzherbert et Ruth Bennett possédaient 2 chats siamois, Jasper et Zia. Et Zia avait justement disparu quand on a retrouvé le corps de Kathleen Marshall. La chatte attendait des petits. Il lui a peut-être amené la chatte et quelque chose s'est mal passé. On se demande s'il n'aurait pas amené un chat à Kathleen et que le chat se serait échappé. Ils auraient commencé à se disputer et Fitzherbert se serait cogné contre la fenêtre. Et c'est là qu'il se serait coupé. Il y a plusieurs théories différentes sur le crime. Il y a beaucoup de gens qui sont toujours aussi frustrés. Frustrés d'avoir enduré un tel chagrin et presque un traumatisme de ne toujours pas connaître les raisons de son geste. Je ne suis pas spécialement frustré. Je pense que ce sont plutôt les proches de Kathleen Marshall qui le sont. Ils aimeraient sûrement savoir comment on peut prendre la vie d'une personne pour apparemment une simple histoire de chat. J'aimerais vous dire qu'il y avait autre chose là-dessous, mais tant que Andrew Fitzherbert se taira, on n'en saura pas plus. Cette histoire ne manque pas de soulever un certain malaise. Car vous l'avez compris, l'unique preuve à charge retenue contre Andrew Fitzherbert repose sur la similitude entre son ADN et celui retrouvé sur la scène de crime. Or, le laboratoire qui a procédé aux analyses était connu à l'époque pour avoir commis de nombreuses erreurs, à tel point qu'il n'était pas officiellement accrédité. Lors de son procès, Fitzherbert ne savait pas qu'il avait le droit de demander de nouveaux tests. Et depuis, bien sûr, il les réclame. Il propose même de les payer. Une étudiante en droit, spécialiste des erreurs judiciaires, a également demandé qu'un autre laboratoire indépendant procède à une contre-expertise affirmant qu'en 1999, les tests n'étaient pas toujours fiables. Sa requête a été également rejetée. Nous savons par ailleurs que dans les couloirs de la mort aux États-Unis, nombre de détenus en instance d'exécution ont pu être innocentés grâce à un réexamen des preuves ADN. Autre chose encore, Fitzherbert n'a jamais cessé de clamer son innocence. Il a affirmé n'avoir jamais rencontré la victime ni être allé chez elle. Le soir du meurtre, il se trouvait avec des amis et sa compagne. Au terme de la soirée, Ruth et lui avaient rendu visite à la fille de cette dernière. Le couple était ensuite rentré se mettre au lit vers minuit. Alors peut-on imaginer que Fitzherbert se soit faufilé en pleine nuit hors de sa maison pour aller tuer sauvagement une femme qu'il ne connaissait pas? Pourquoi Kathleen Marshall lui aurait-elle ouvert sa porte? Enfin, dernière question. Si le meurtre avait été commis entre minuit et 3 heures du matin, comme l'affirment les policiers, pourquoi Madame Marshall portait-elle une robe et non un peignoir ou une chemise de nuit? Dans sa hâte de boucler l'affaire, la police s'est-elle trompée sur l'identité du tueur? Les experts se sont-ils montrés négligents en confiant les analyses ADN du suspect à un laboratoire peu qualifié? Je vous laisse juge d'en décider. En 2014, Andrew Fitzherbert aura purgé sa peine. Et il sera alors bien tard pour rétablir la vérité. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.